Oui, alors je vais vous donner quelques chiffres que j'ai sous les yeux et que j'ai écoutés dans la bouche du directeur du Centre pour l'intégration méditerranéenne de Marseille. Assez frappant. Par exemple, il dit que 14 des 20 pays les plus arides, les plus secs au monde sont dans la région MENA, région désertique, quasiment, ou aride. La région MENA, c'est une des régions les plus vulnérables dans le monde au changement climatique. 75% de la population de cette région est sous le niveau de stress hydrique. Et enfin, que les économies, que le coût économique des dégradations environnementales vont de 2% du produit national brut en Tunisie et en Jordanie, à 4% en Syrie, au Liban, au Maroc et en Algérie, et à 6% en Égypte. C'est des chiffres effrayants. Alors, quand vous me dites que font les villes, moi j'ai envie de vous répondre d'abord que ce problème semble dans ces régions-là dépasser la préoccupation seulement des villes et que c'est une préoccupation nationale. Alors à ce titre, il y a à considérer, comme je l'avais dit auparavant, que la question ne concerne pas vraiment directement le citoyen. Le citoyen est concerné quand il voit que, parce qu'il ne pleut pas, il n'a pas d'eau. Mais son intervention n'est pas évidente pour réfléchir, meilleur rationaliser la consommation et autres. C'est surtout les pouvoirs publics centraux, avec parfois l'aide des autorités locales qui ont engagé des programmes, parfois qui méritent d'être signalés. L'Algérie, qui est mon pays, a engagé, et je considère que c'est une des actions les plus positives qui ont été faites en mettant à profit les ressources pétrolières, c'était d'avoir une série de stations de dessalement d'eau de mer sur toute la côte d'est, de la frontière est à la frontière ouest, et dont, par exemple, ma ville elle-même, qui ne se trouve pas sur la côte, qui se trouve à 40-50 km et en altitude, bénéficie. Ça demande bien sûr des ressources considérables. Ça demande aussi des capacités énergétiques pour faire fonctionner ces stations et pour transporter l'eau là où il faut le transporter. Ce n'est pas évident que ça soit donné à tout le monde. Mais il y a d'autres programmes très importants en matière de réponse aux défis climatiques qui ont été engagés dans d'autres pays. Par exemple, les questions de sauvegarder le littoral. Je connais un projet très important dans la ville de Sfax, en Tunisie, qui a bénéficié déjà à l'époque de stratégies de développement et qui a identifié toute une zone qui était autrefois polluée, exposée à l'érosion marine, et qui est en train d'être prise en charge avec des financements locaux et internationaux. Le fameux projet Taparura, qui, si il venait à être concrétisé, serait peut-être un grand exemple pour les pays de la région. Le reste, je n'ai pas beaucoup d'exemples en matière de réponse à ces problèmes, mais en matière de réponse à la question d'énergie, il y a quelques travaux qui sont faits. Je crois que tout le monde a entendu parler des efforts que fait le Maroc pour développer l'un des plus grands champs d'énergie solaire, mais aussi l'énergie éolienne, juste au niveau du nord du Maroc. D'autres pays commencent à s'éveiller à cette question-là parce qu'on se rend compte que les énergies fossiles, non seulement elles ne sont plus renouvelables et elles commencent à diminuer, mais aussi elles ont un impact très négatif sur le changement climatique. Vous m'avez posé la question aussi de savoir qu'est-ce que font les pays pour la résilience urbaine. Moi, j'ai en tête un projet algérien qui, j'espère, va aboutir bientôt. L'Algérie du Nord est soumise périodiquement à une activité sismique. C'est un pays qui a connu, dans les années 80, un des plus forts séismes de la région qui a touché gravement une ville importante, la ville de Lasnam, et qui a permis d'ailleurs à l'Algérie de lancer un programme régional des pays du monde arabe pour aider les villes à avoir des technologies, des règlements de nature à améliorer leur résilience vis-à-vis du séisme. Mais Alger vient de décider d'élaborer un plan directeur de résilience urbaine
qui prendra en charge toutes les catastrophes naturelles et les catastrophes technologiques, parce que c'est quand même de cette ville que dépend d'une certaine manière le bon fonctionnement du pays. En cas de catastrophe, il faudrait que cette ville puisse non seulement rapidement se prendre en charge, c'est le principe même de la résilience, mais aussi continuer à gérer, parce que ce pays reste encore relativement centralisé, continuer à gérer le pays, même si les institutions sont touchées en cas de séisme. Donc il y a quelques exemples intéressants à donner. Il y a beaucoup qui reste à faire. Je crois qu'il y a un effort à faire à 3 niveaux. Il faut que au niveau central, les engagements pris au niveau national et international en matière de réponse aux défis climatiques soient réellement assimilés, soient sincèrement défendus, avec une volonté de faire descendre la préoccupation au niveau local et surtout, bien sûr, des grandes campagnes de sensibilisation, de formation. Il y a quelques entités qui sont concernées. Dans ma ville, il y a une institution qui défend l'environnement. Elle reste encore modeste et isolée. Il faudrait que ça soit généralisé, que chaque ville, que chaque village ait des institutions et des associations et surtout une volonté réelle qui imprime le citoyen pour qu'il puisse être le relais nécessaire pour répondre à cette préoccupation. Voilà ce que je voulais dire sur cette question-là.